On passe au dossier numéro 3. Il s'agit d'une patiente de 35 ans qui vous est adressée par son médecin du travail pour la découverte d'une protéinurie. Cette protéinurie était en réalité déjà présente lors de ses deux précédentes grossesses qui lui ont donné 2 enfants âgés de 4 et 2 ans. C'est une patiente d'origine chinoise et elle rapporte également plusieurs épisodes d'urine rouge. Dans ses antécédents familiaux, vous ne trouvez pas de maladie particulière. Alors, quelle est la conduite à tenir devant la découverte de cette protéinurie? À l'examen clinique, vous retrouvez une pression artérielle à 150/95. Le reste est sans particularité, elle pèse 50 kg. Les examens complémentaires vous montrent une natrémie à 142, une kaliémie à 3,8, une urée à 8, une créatinine à 100, des protides à 66 et une réserve alcaline à 24. La protéinurie est à 3,2 g par 24 heures. À l'ECBU, vous retrouvez une hématurie à 2,10 puissance 5 par millilitre, sans leucocytes ni germes. Quel est votre diagnostic syndromique? La question numéro 3. Quelles sont vos hypothèses étiologiques pour expliquer ce syndrome? Et quelle est l'étiologie la plus probable? Sur quels arguments? Quel est l'examen qui vous permettra de faire le diagnostic de cette étiologie et qu'en attendez-vous? Vous devez auparavant informer la patiente. Quelles informations allez-vous lui donner? Quels sont les facteurs pronostiques de cette maladie et chez cette patiente, quel est le pronostic attendu, bon ou mauvais? Quel est votre traitement? Quelques années plus tard, malheureusement, la patiente est arrivée au stade d'insuffisance rénale terminale. Quelles sont vos options thérapeutiques? On va maintenant passer à la correction. Donc, il s'agissait donc d'une patiente de 35 ans qui se présentait pour une protéinurie. La première question était la conduite à tenir concernant la découverte de cette protéinurie. Le plus important est de rechercher des arguments pour une néphropathie. Pour cela, vous allez d'abord interroger la patiente sur ses antécédents familiaux. Y a-t-il eu dans sa famille des antécédents de protéinurie, d'hématurie, d'insuffisance rénale ou de surdité? Il est important de rechercher une surdité pour rechercher un syndrome d'Alport qui se traduit par des hématuries macroscopiques récidivantes associées à une surdité. Il faudra également rechercher ses antécédents personnels, donc également la surdité, mais aussi les antécédents de lithiase et d'infection urinaire, de gouttes, de prise de médicaments néphrotoxiques. Ça, c'est extrêmement important, et en particulier les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous allez rechercher également des arguments pour une néphropathie glomérulaire, comme les œdèmes et l'hypertension artérielle. Ensuite, à l'interrogatoire, il est très important de dater l'ancienneté de la protéinurie, puisque les étiologies seront différentes si la protéinurie est récente ou ancienne. Enfin, il faut que vous cherchiez des signes extra-rénaux. Ces signes extra-rénaux sont surtout donc, rhumatologiques, des arthralgies, des antécédents d'arthrite, cutanés avec en particulier une photosensibilité, les antécédents de syndrome de Raynaud et les antécédents cardiovasculaires. À l'examen clinique, vous recherchez des arguments pour une néphropathie glomérulaire, une hypertension artérielle, des œdèmes, une néphromégalie en palpant les fosses lombaires et les signes extra-rénaux qu'on a évoqués tout à l'heure. Ensuite, vous allez demander des examens biologiques. Ces examens biologiques comportent d'abord une protéinurie des 24 heures pour savoir quel est son débit, et ensuite une électrophorèse des protides urinaires pour savoir s'il s'agit de protéines de faible poids moléculaire, qui serait plutôt pour une néphropathie tubulaire ou tubulo-interstitielle, ou une protéinurie essentiellement constituée d'albumine.
Et dans ce cas, ce sera plutôt une néphropathie glomérulaire. Ensuite, biologiquement, vous allez également demander un ECBU qui vous permettra de rechercher une leucocyturie et une hématurie. Enfin, vous demanderez un ionogramme urinaire, un ionogramme sanguin, une urée et une créatininémie pour rechercher une dysfonction rénale. Et le dernier examen important, c'est une échographie rénale et des voies urinaires, donc un examen d'imagerie. Cette échographie vous permettra d'apprécier la taille des reins. Est-ce qu'ils sont de bonne taille ou est-ce qu'ils sont petits, qui signent une pathologie rénale avancée? Est-ce qu'ils sont bien différenciés? Et enfin, est-ce qu'il y a des anomalies morphologiques ou des lithiases? À l'examen clinique, vous retrouvez une pression artérielle à 150/95, un poids normal, le ionogramme suivant, une protéinurie à 3,2 g par 24 heures, et à l'ECBU, une hématurie sans leucocyturie ni germe. Dans ce cas, le diagnostic syndromique est un syndrome de néphropathie glomérulaire. Alors, devant toute néphropathie glomérulaire, il faut raisonner selon un schéma qui est bien précis que je vais vous montrer maintenant. Donc, un syndrome glomérulaire. Vous allez le caractériser par plusieurs choses. La première chose et la principale, c'est l'existence d'une protéinurie. Cette protéinurie, elle est généralement très abondante, supérieure à 1,5 g par 24 heures. Et elle est constituée d'albumine. Ensuite, vous pouvez également avoir une hématurie, une hypertension artérielle et des œdèmes, voire une insuffisance rénale, mais ça ne préjuge pas de l'origine glomérulaire ou pas. Quand vous avez ces éléments-là, il faut que vous réfléchissiez sur le syndrome que présente votre patient. Et là, vous avez 5 syndromes possibles. Le premier syndrome, c'est le syndrome néphrotique. La définition du syndrome néphrotique, elle est biologique. Donc, c'est une protéinurie supérieure à 3 g par 24 heures. Une albumine inférieure à 20 g par litre. Et ou des protides une albumine inférieure à 30 g par litre. Et ou des protides inférieures à 60 g par litre. Ensuite, ce syndrome néphrotique, il peut être pur ou impur. Il est pur s'il n'y a pas d'hypertension artérielle, pas d'hématurie et pas d'insuffisance rénale. S'il y a l'un de ces items, c'est un syndrome néphrotique impur. Si ce n'est pas un syndrome néphrotique, ça peut être un syndrome néphritique aigu. Les syndromes néphritiques aigus, on en voit assez peu maintenant. Ils correspondent le plus souvent au glomérulonéphrite aigu post-streptococcique. Le diagnostic est très caractéristique. Ce sont des patients qui vont présenter une hypertension artérielle, des œdèmes, une hématurie qui est souvent de fort débit, voire macroscopique, et une protéinurie et une insuffisance rénale, le tout régressant en moins de 48 heures. Et ça, c'est très important. Ensuite, donc ça c'est pour le deuxième, le premier. Le troisième syndrome, c'est le syndrome de GNRP, le syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive, qui correspond à une prolifération des cellules à l'extérieur en extracapillaire dans le glomérule. Donc c'est défini par une insuffisance rénale, une hématurie et une protéinurie qui peut être assez modérée. Les deux choses importantes étant l'insuffisance rénale et l'hématurie. Et l'insuffisance rénale est définie par une créatinine qui double en moins de 2 à 3 mois. Ensuite, si ce n'est ni un syndrome néphrotique, ni un syndrome néphritique aigu, ni une GNRP, vous avez deux possibilités. Soit ce sont des hématuries macroscopiques récidivantes,
Et enfin, si c'est aucun de ces quatre-là, c'est un syndrome de glomérulonéphrite chronique, qui était le cas chez la patiente. Une fois que vous avez votre syndrome, vous devez réfléchir sur la cause de ce syndrome. Et donc là, vous devez penser aux lésions histologiques qui peuvent être observées. Et en fonction de ces lésions histologiques, vous devez penser aux néphropathies glomérulaires primitives et ensuite aux néphropathies glomérulaires secondaires. Donc si on résume le mode de raisonnement, c'est 1. Quel est le syndrome? 2. Quelle est l'histologie qui peut être responsable de ce syndrome? Et 3. Est-ce qu'il y a des causes primitives à cette histologie ou des causes secondaires? Et si vous réfléchissez selon ce mode de raisonnement, vous n'oublierez rien. Donc pourquoi? D'abord, les arguments cliniques, vous avez une hypertension artérielle. Les arguments biologiques, il s'agit d'une protéinurie de débit glomérulaire puisqu'elle est supérieure à 1,5 g par 24 heures et qui est chronique puisqu'elle était déjà présente lors de ses grossesses. Ensuite, vous retrouvez une hématurie qui signe une atteinte glomérulaire et une insuffisance rénale et vous notez l'absence de leucocyturie. Devant tout néphropathie, il faut d'abord évoquer le type de néphropathie. Est-ce qu'il s'agit d'un syndrome glomérulaire? Est-ce qu'il s'agit d'un syndrome tubulaire ou interstitiel? Une fois que vous connaissez votre syndrome, il faut le détailler. Donc pour le syndrome glomérulaire, vous avez 5 possibilités. Soit il s'agit d'un syndrome néphrotique, soit il s'agit d'un syndrome néphritique aigu, soit d'un syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive, soit d'une glomérulonéphrite chronique, soit d'un syndrome des hématuries macroscopiques récidivantes. Chez cette patiente, vous avez les 2 derniers syndromes, puisqu'elle a une protéinurie élevée, une hypertension artérielle, des hématuries macroscopiques récidivantes. Cependant, vous n'avez pas les arguments pour un syndrome néphrotique, ni pour un syndrome néphritique aigu, ni pour un syndrome de GNRP, puisqu'il n'y a qu'une insuffisance rénale modérée. Donc les hypothèses étiologiques. Devant toute néphropathie glomérulaire, vous devez d'abord évoquer une néphropathie glomérulaire soit primitive, soit secondaire. Pour cela, vous allez évoquer les diagnostics histologiques possibles et ensuite les étiologies. Donc pour les néphropathies glomérulaires primitives, la principale hypothèse ici est une maladie de Berger. Vous pouvez également évoquer un syndrome d'Alport. Ces 2 maladies étant responsables du syndrome des hématuries macroscopiques récidivantes. Ensuite, vous pouvez également évoquer une GEM primitive qui correspond au syndrome glomérulaire primitif le plus fréquent chez l'adulte dans le cadre des syndromes néphrotiques. Ensuite, vous pouvez évoquer une GNMP primitive. Vous devrez ensuite évoquer les causes secondaires, donc soit une glomérulonéphrite lupique, puisqu'il s'agit d'une jeune femme qui présente une hématurie, une GEM secondaire, soit au lupus, soit à l'hépatite B, et enfin une GNMP secondaire à l'hépatite C ou à une cryoglobulinémie. L'étiologie la plus probable est sur quels arguments? On l'a dit tout à l'heure. Il s'agit de la maladie de Berger. La maladie de Berger correspond à une glomérulonéphrite primitive avec histologiquement des dépôts mésangiaux d'IgA. Les arguments, donc d'abord c'est un argument de fréquence. Il s'agit de la néphropathie glomérulaire primitive, enfin une des néphropathies glomérulaires primitives les plus fréquentes chez l'adulte. Ensuite, devant le terrain, vous avez un âge compatible et la patiente est d'origine asiatique et cette maladie est beaucoup plus fréquente chez les patients asiatiques. Ensuite, vous avez la notion d'hématurie macroscopie récidivante et le syndrome glomérulaire avec une hypertension artérielle, une protéinurie, pas de signe extra-rénal et en particulier pas de surdité, ce qui permet d'éliminer le syndrome d'Alport, et vous aviez un syndrome glomérulaire chronique. Donc ça, ce sont les arguments positifs. Quand on vous demande de justifier un diagnostic, il faut d'abord donner les arguments positifs, mais ensuite il ne faut pas oublier les signes négatifs. Les signes négatifs ici, c'était principalement l'absence de signes extra-rénal, et en particulier la surdité pour le syndrome d'Alport.
On passe à la question 5. Quel est l'examen qui permet de faire le diagnostic de certitude et qu'est-ce qu'on en attend? Cet examen, c'est un examen anatomopathologique. Le mot-clé ici, c'est anatomopathologique et pas biopsie rénale. Donc c'est très important de préciser les deux. Cet examen permettra de faire d'abord le diagnostic positif. Pour cela, vous allez demander 2 examens. En microscopie optique, vous allez voir une hypertrophie mésangiale. Donc, sur cet examen de microscopie optique, vous voyez ici un glomérule. Ensuite, en vert, vous voyez les tubes rénaux. Entre les tubes, vous avez l'interstitium. Ici, les tubes et l'interstitium sont tout à fait normaux. En revanche, les glomérules ne sont pas normaux. Et si on regarde le glomérule en haut à gauche, vous voyez donc ici les anses capillaires qui sont normales. Et entre les anses capillaires, vous voyez des trop nombreux noyaux, ce qui correspond au mésangiome et à l'hypertrophie mésangiale. Donc ça, c'était pour la microscopie optique. Ensuite, en immunofluorescence, vous allez faire le diagnostic de glomérulonéphrite à dépôt mésangio d'IgA. Pour cela, en immunofluorescence, vous demandez un sérum anti-IgA. Et vous voyez sur cette immunofluorescence, donc en vert fluo, que les dépôts d'immunoglobuline A correspondent au mésangiome, comme on l'a vu sur la microscopie optique. Enfin, l'intérêt de la biopsie est un intérêt pronostique. Le pronostic, vous allez l'établir en précisant l'intensité des lésions glomérulaires, également le degré de prolifération mésangiale et enfin l'existence ou non d'une fibrose interstitielle et son extension. Plus la fibrose est importante, plus le risque d'évolution vers l'insuffisance rénale est important. Avant de faire cet examen, vous devez informer la patiente. Quelle information lui donnez-vous? Quand on vous pose une question sur une information à un patient, vous devez systématiquement commencer par ces 2 choses. La première chose, c'est donner une information loyale, claire et appropriée au niveau de compréhension de la patiente. Ensuite, vous devez toujours justifier l'indication de l'examen. Quand vous avez à justifier l'indication d'un examen, vous devez toujours préciser que vous avez évalué le rapport bénéfice-risque et que ce rapport est en faveur de l'examen. Pourquoi? Puisque les bénéfices, c'est d'abord de faire le diagnostic positif et étiologique, comme on l'a dit tout à l'heure, d'évaluer le pronostic de la maladie et de déterminer la prise en charge thérapeutique. Ensuite, il faut préciser les risques de cet examen, donc la douleur, l'hémorragie, l'hématome, les infections. Expliquer à la patiente le déroulement de l'examen. Enfin, il faut bien informer la patiente sur les risques d'hémorragie et comment prévenir l'hémorragie. Les mesures importantes, c'est que la patiente reste en repos strict au lit en décubitus dorsal pendant les 24 heures qui suivent la biopsie. Elle ne doit pas prendre de médicaments ni anticoagulants ni antiagrégants pendant les 10 jours qui suivent la biopsie, ne pas faire d'efforts, ne pas porter de charge. Elle peut quand même continuer à travailler. Et enfin, il faut lui expliquer qu'elle doit consulter en urgence devant des signes d'hématome, soit l'apparition d'une hématurie macroscopique, d'une dysurie, d'une anurie ou de douleurs lombaires. Quels sont les facteurs pronostiques de la maladie de Berger et chez cette patiente, le pronostic est-il bon ou mauvais? Devant toute néphropathie, les facteurs pronostiques sont les mêmes. C'est d'abord donc les arguments cliniques, le fait d'être tabagique, d'être un homme, d'être hypertendu et d'avoir d'autres facteurs de risque cardiovasculaire sont des facteurs de mauvais pronostic et d'évolution vers l'insuffisance rénale. Ensuite, il y a des arguments biologiques. Plus l'insuffisance rénale est précoce, plus le risque d'évolution vers l'insuffisance rénale terminale est élevé, et plus la protéinurie est élevée, plus le risque d'insuffisance rénale est élevé. Enfin, vous avez des arguments histologiques que vous retrouvez sur la biopsie, qui sont l'existence d'une fibrose interstitielle et de lésions vasculaires.
Chez cette patiente, on vous demandait si le pronostic était bon ou mauvais. Il faut donc répondre à la question. Il faut dire que le pronostic est mauvais. Pourquoi ce pronostic est mauvais? Puisqu'il y a un risque d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale. Les 3 facteurs de mauvais pronostic chez cette patiente étaient l'hypertension artérielle, une insuffisance rénale précoce et un débit de protéinurie élevé. Cependant, il faut noter que dans la maladie de Berger, les évolutions sont très variables d'un individu à l'autre et au cours de la maladie chez un même individu. Quel est votre traitement? En néphrologie, le principal problème, c'est de limiter la progression vers l'insuffisance rénale chronique et en particulier l'insuffisance rénale chronique terminale. Et donc le mot-clé ici qui est très important et que vous devez mettre dans tous les dossiers de néphrologie, c'est la néphroprotection. Qu'est-ce que ça veut dire la néphroprotection? D'abord, il faut être pris en charge par un néphrologue. Comme pour les maladies cardiaques, on est pris en charge par un cardiologue, pour le diabète, un diabétologue. Pour les maladies rénales, il faut être pris en charge par un néphrologue. Ensuite, il faut contrôler strictement les facteurs de risque cardiovasculaire et en particulier la pression artérielle. Et pour toutes les maladies rénales, l'objectif de pression artérielle est inférieur à 130/80. Pour cela, vous devez toujours utiliser dans les néphropathies glomérulaires soit un IEC, soit un ARA2 en première intention, auquel vous adjoindrez un régime hyposodé. Vous devez lutter contre les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Donc les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est également un mot-clé, c'est vraiment très important. Donc arrêter le tabac, lutter contre une hypercholestérolémie, pratiquer une activité physique régulière, perdre du poids chez les patients en surpoids. Enfin, les 2 dernières choses très importantes pour la néphroprotection, c'est de lutter contre la protéinurie. En néphrologie, on n'aime pas les protéines puisque ça abîme les glomérules. Donc l'objectif est d'avoir une protéinurie inférieure à 0,5 g par litre. Pour cela, il faut que la patiente fasse un régime hypoprotidique qui apporte 0,8 g par kilo et par jour de protides et associer un IEC et ou un ARA2 à la dose maximale tolérée, ce qui permettra également de contrôler la pression artérielle. Enfin, il faut éviter les situations qui aggravent l'insuffisance rénale. Donc, il faut contre-indiquer strictement les médicaments néphrotoxiques. Et donc, il faut qu'elle évite l'automédication. Et chez toute femme jeune, devant tout dossier chez une femme jeune, il faut que vous ayez une contraception efficace. Pourquoi ici il faut une contraception efficace? Puisque la grossesse est un facteur d'aggravation des insuffisances rénales. Ensuite, il faudra dépister et traiter les complications de l'insuffisance rénale chronique, éduquer la patiente, c'est-à-dire lui expliquer que c'est une maladie chronique, qu'elle doit être surveillée régulièrement, ne pas prendre de médicaments toute seule et toujours voir un médecin pour les prescriptions. Il faut également lui proposer une prise en charge diététique et également psychologique. La mettre à 100% et la surveiller. Il faut retenir que pour traiter une insuffisance rénale chronique, la néphroprotection, la lutte contre les facteurs de risque cardiovasculaire, la lutte contre la protéinurie et la contraception chez la femme jeune et la contre-indication en néphrotoxique. Malheureusement, malgré tous vos bons soins, la patiente est arrivée au stade terminal. Quelles sont les options thérapeutiques que vous pouvez lui proposer? Il va falloir lui proposer un traitement de suppléance. Ce traitement de suppléance peut être fait soit par une épuration extra-rénale. Et donc là, vous avez le choix entre 2 techniques, soit l'hémodialyse, soit la dialyse péritonéale. Et il s'agit d'une patiente jeune et vous devez, chez tout patient de moins de 65 ans, voire même de moins de 70 ans, lui proposer une transplantation rénale. Cette transplantation pourra se faire soit par un donneur cadavérique, soit par un donneur vivant apparenté. Et la législation récemment a permis d'élargir le droit au don. Non seulement ce sont les parents et les enfants, mais aussi les conjoints, voire même les cousins et cousines. Les points importants sur ce dossier, les réflexes. D'abord, c'est une femme jeune, il faut penser à la contraception et à la grossesse. Donc, si on vous avait demandé quelque part, il aurait fallu noter les bêta-HCG. Ensuite, devant toute protéinurie, vous devez mettre un traitement par IEC et ou ARA2. Ça peut valoir 0 au dossier, enfin plutôt à la question si vous ne le mettez pas.
Devant tout dossier de néphrologie, vous devez faire une néphroprotection. Devant toute indication, un examen complémentaire, n'oubliez pas le rapport bénéfice-risque, c'est un mot-clé très important. Ensuite, quand vous avez affaire à une néphropathie glomérulaire, la première chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire le diagnostic syndromique. Est-ce que c'est un syndrome néphrotique, néphritique aiguë, une GNRP, une glomérulonéphrite chronique ou une hématurie macroscopique récidivante? En fonction de ce syndrome, vous allez définir quelles sont les lésions histologiques que vous pouvez observer. Et enfin, s'il s'agit d'une néphropathie glomérulaire primitive ou secondaire. Pour ce qui est de la maladie de Berger, de multiples formes cliniques et biologiques existent et les évolutions sont très différentes. Certains patients ne vont présenter que des hématuries macroscopiques récidivantes et d'autres vont évoluer vers l'insuffisance rénale terminale, parfois même par une GNRP. Il n'y a pas de traitement spécifique, mais ce qui est important, encore une fois, c'est la néphroprotection.